Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence sur un thème, ma foi, qui nous intéresse tous. Les salariés heureux font des clients enchantés. Donc, cette conférence proposée par Vocalcom sur ce thème porteur, nous aurons deux temps en fait. Nous allons avoir dans un premier temps Alexandre Odos, directeur des opérations du groupe Vocalcom, qui va nous faire qui connaît bien le sujet, qui va nous expliquer un peu, planter la photo d'un point de vue macro en nous présentant également Vocalcom. Et dans un deuxième temps, nous allons avoir cette discussion à bateau rompu autour du thème avec nos experts que je vous présenterai tout à l'heure. Donc vous voyez les noms et nous nous présenterons tout à l'heure. Donc pour ma part, je suis Martine Fuxa, je suis rédactrice en chef du magazine Relations Clients, un magazine qui a 20 ans et qui depuis 20 ans essaie de décrypter tout ce qui se passe dans la relation client online, in-store et à distance, les trois accès, donc le 360 degrés de la relation client. Voilà, donc nous commençons tout de suite avec Alexandre Odos, directeur des opérations. Bonjour Alexandre. Bonjour Martine. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi cette conférence et qui est Vocalcom ? Alors pourquoi cette conférence? En fait, c'est suite à une visite qu'on a eue chez un de nos clients et on échangeait avec les conseillers du plateau et on s'est dit qu'il fallait redonner de la place à ces gens-là parce que c'est quand même un métier pas facile qu'ils font, plus que les consommateurs, et donc leur redonner du temps et de l'importance. Voilà, donc d'où le sujet qui nous est venu derrière cette conférence. D'accord, très intéressant. Et sur le positionnement de Vocalcom? Alors, Vocalcom, on est un peu comme vous, on a un peu plus de 20 ans. En France, on est très connu, mais ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que Vocalcom, c'est un groupe international. On est présent avec 15 bureaux dans le monde entier, on emploie environ 250 personnes. On réalise environ 56% de notre chiffre d'affaires hors France. Donc la France reste quand même un gros bastion, mais on fait aussi beaucoup de business à l'international et on le voit sur la carte derrière moi dans à peu près toutes les zones géographiques, avec beaucoup de développement dans les pays émergents comme l'Afrique et l'Amérique latine. Mais pas uniquement. La dimension partenaire pour nous est extrêmement importante, donc notamment dans ces pays, en Afrique et en Asie, on travaille beaucoup avec les partenaires et c'est clé. Et le troisième axe majeur pour nous, c'est l'axe autour de Salesforce. On a développé depuis déjà 4 à 5 années une intégration native dans Salesforce. Donc je dirais, on a suivi, on a été emmené par le sujet Salesforce et aujourd'hui, c'est devenu un axe majeur de développement pour nous. Très bien. Alors justement, vous parliez de ce qui vous a inspiré cette conférence autour des salariés. Quelles ont été les évolutions que vous avez pu constater dans le métier de conseiller client ces dernières années? Alors, en fait, on a eu plusieurs types d'évolutions au niveau du métier de conseiller client. Bon, il y a eu l'arrivée du multicanal, il y a eu plein de choses. La grosse différence qu'il y a eu ces dernières années pour nous, c'est le cloud. Le cloud a vraiment bousculé un certain nombre de paradigmes, comme on a pu le voir dans d'autres dimensions informatiques. Mais c'est vrai que même dans la relation client, et personnellement, pour avant avoir été chez Microsoft, je trouve que c'est arrivé beaucoup plus vite et ça a vraiment bousculé un certain nombre d'environnements de façon beaucoup plus rapide. Dans votre marché d'éditeur et effectivement, et l'émergence de nouveaux canaux aussi Alors, l'émergence de nouveaux canaux, mais aujourd'hui, on a cette émergence de nouveaux canaux qui est plutôt fonctionnelle. Et en fait, on s'aperçoit que pour les agents et même pour les consommateurs, on a besoin de redonner une émergence émotionnelle à tout ça. Donc, on verra un peu plus tard comment est-ce qu'on s'y prend et ça sera le sujet de la discussion. Absolument. Alors, les usages des clients finaux se transforment aussi. Ils sont de plus en plus exigeants, appellent de leur vœu des parcours unifiés. Comment est-ce que vous répondez à cette nouvelle donne en tant qu'éditeur avec votre marque Vocalcom? Alors, les clients veulent un parcours unifié. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est capable de disposer de vues à 360 degrés de l'ensemble des canaux. Mais surtout, ce qu'on a besoin de redonner à l'agent, c'est du temps pour lui en termes d'échange avec son client. Donc, les canaux, c'est une chose, c'est ce que j'appelais la partie fonctionnelle, mais on a besoin de retrouver cette notion émotionnelle d'interaction humaine. Et donc, il faut qu'au niveau de l'agent, on arrive à utiliser toutes les technologies à notre disposition, donc le machine learning, l'intelligence artificielle, potentiellement les chatbots, mais surtout lui redonner une information qui arrive, qui est pré-mâchée, que ce soit du pré-appel pour le post-appel, pour qu'il puisse vraiment prendre son temps avec son consommateur, avec la personne au téléphone ou dans un des médias, et pas uniquement à chercher et à faire des clics pour naviguer dans l'application. Retrouver sa valeur ajoutée intrinsèque, ça on le verra plus en profondeur tout à l'heure.
Concrètement, quand vous accompagnez des clients, c'est pour quel type de mission et quel type de clients vous accompagnez? Alors, historiquement, on est bien connu pour être le champion de l'appel sortant et du télémarketing et de la télévente. Alors, je dirais ça, c'était le cas il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on réalise vraiment que 20% de notre business sur l'appel sortant pur. Sinon, on fait du multicanal ou principalement de l'appel entrant et de la connexion entrante. Mais à titre d'exemple, si je prends dans le secteur d'énergie, chez ADDC aux Émirats arabes, typiquement, donc c'est une solution qui est complètement omnicanal, où ils traitent à la fois de l'appel sortant pour faire de la satisfaction client, mais ils utilisent aussi tous les canaux comme le SMS, l'email, pour prévenir les gens quand il y a une tempête de sable qui arrive. Puisqu'il faut savoir que quand vous avez une tempête de sable dans le désert, il faut que tous les gens restent cloîtrés, et que dans ce pays, l'eau et l'électricité sont une denrée rare, donc il faut pouvoir prévenir les gens et les informer au mieux. Et deuxième exemple, quand vous prenez le Thalys, si vous avez un changement de billet à faire, une réclamation, une information de plateforme de train, vous allez être connecté sur une plateforme d'une centaine d'agents qui est gérée par nous et donc qui pourront vous apporter toutes les bonnes informations. D'accord, très bien, c'est très parlant. Merci pour ces éclairages. Un petit mot de vos actualités les plus récentes. Alors les actualités plus récentes en termes de sorties produits, on a deux sorties produits qui arrivent, une autour de Salesforce et une autour de notre solution historique Hermès. Et l'autre information du moment, c'est pour accompagner notre croissance importante, on recrute activement à la fois des commerciaux et d'autres types de ressources pour accompagner notre développement en France et à l'étranger. Ok, un salon comme Stratégie Client peut vous y aider peut-être parce Exactement. Que ça donne de la visibilité. Merci infiniment Alexandre, on peut vous applaudir je pense Martine. Pour cette petite présentation d'introduction. Alors on va enchaîner tout de suite avec notre table ronde et alors je vous présente donc à mes côtés Mathieu Jougla, qui est Director of Business Development chez Webhelp. Mathieu, vous aurez l'occasion de vous présenter un peu plus tout à l'heure. Charlotte Warchol, Directrice Relations Clients de Vocalcom. Et Emmanuel Richard, Directeur Général d'Extens Consulting. Bonjour à tous les trois. Merci de votre participation à cette conférence. Alors déjà, avant de commencer, un petit tour de table ronde. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes et votre entreprise ? Donc, comme vous l'avez dit, je suis Mathieu Jougla, je travaille chez Webhelp dans la partie Technology Enablement, qui est en fait l'accélérateur technologique de Webhelp pour l'expérience client. On a 3 sujets principaux. Il y a la partie omnicanalité, favoriser l'omnicanalité dans nos opérations et auprès de nos clients. Une deuxième partie qui est l'intelligence artificielle dans les interactions entre les consommateurs et une marque, ou l'intelligence artificielle au service des conseillers. Et le troisième sujet, qui est un petit peu plus varié, qui va s'attacher à comprendre, identifier et sourcer l'ensemble des nouveaux canaux d'interaction innovants. Là-dedans, on peut mettre WhatsApp for Business, Apple Business Chat, ou même du WebRTC et d'autres canaux innovants qui vont nous permettre à la fois de digitaliser et d'accélérer les interactions entre un client et une marque. Parfait, merci Mathieu. Charlotte Warchol. Donc, bonjour à tous, Charlotte Warchol, je suis donc directrice de la relation client au sein de Vocalcom. Je ne vais pas vous présenter Vocalcom, je pense que vous avez tous très bien écouté ce que vous a dit Alexandre il y a quelques minutes. Juste pour vous dire un petit peu mon parcours, donc j'ai un parcours un peu atypique au sein de Vocalcom, c'est-à-dire que je ne viens pas du tout du monde de l'IT. J'ai moi-même une formation littéraire et un Master 2 en marketing et j'ai notamment une longue expérience chez un outsourcer, donc qui est Armatis. Très bien. On parlera, Charlotte, d'ailleurs, de la genèse de votre fonction qui est assez récente chez Vocalcom, la direction de la relation client. On aura l'occasion d'y revenir. Exactement. Emmanuel Richard, un petit mot de présentation. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis fondateur d'un cabinet de conseil, Extens Consulting, qui a été créé il y a 5 ans. C'est un cabinet de conseil indépendant qui intervient aujourd'hui en France et en Europe sur le domaine de l'expérience client et de la relation client. Notre matière privilégiée de travail, ce sont les parcours clients, quelles que soient les entreprises. Et on les adresse à travers 3 leviers de transformation, dont un dont on va parler aujourd'hui. Le premier, c'est la facilité pour les clients et les collaborateurs, comment rendre les choses plus simples, tout en s'assurant qu'à la fois, on capitalise au mieux sur l'innovation et qu'on génère de la performance. Très bien. Alors, merci pour ce tour de table. On a parlé des évolutions métiers un peu macro, de l'univers du cloud qui s'imposait dans l'univers de la relation client. Si on fait un focus plus particulier sur le métier de conseiller clientèle en lui-même, comment ce métier évolue-t-il et quels sont les changements les plus marquants que vous avez pu observer dans vos postes de vigie et de responsables respectifs? Mathieu, peut-être pour commencer.
Alors, pour nous, suivant les dernières années, il y a beaucoup de changements qui sont opérés pour les conseillers. D'un côté, il y a un niveau d'exigence du marché qui est constamment toujours plus fort. On va lui demander plus d'autonomie, on va leur demander plus de précision, plus de personnalisation. Les organisations, nos donneurs d'ordre et tout le monde fait aussi beaucoup d'efforts au quotidien pour simplifier les parcours clients, pour simplifier le panorama des outils qu'ils doivent utiliser. Et ce qui fait que, certes, on lui demande plus de précision, on a simplifié ses parcours, mais du coup, la plupart des demandes simples, maintenant, se font généralement par du self-care, par la voie automatisée. Et il reste les demandes complexes, celles où on a vraiment besoin d'intelligence émotionnelle, vraiment besoin de relationnel. Celles-là demeurent et doivent perdurer. Et donc, on va lui demander d'un côté plus de précision, plus d'empathie, plus d'écoute, de personnalisation, mais aussi dans un contexte plus compliqué. Donc pour nous, le métier du téléconseiller, actuellement, il n'est pas en train de se simplifier, il est plutôt en train de devenir de plus en plus exigeant. De se complexifier, d'accord. Charlotte, est-ce que vous partagez cette analyse ? Je suis complètement en phase et j'ajouterais même un point et non des moindres. Je pense que, on parle tous aujourd'hui de génération X, Y, les millennials, etc., qui ont permis d'opérer un vrai changement au sein de l'entreprise aujourd'hui et notamment dans le centre de relations clients. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ces générations vont rechercher un juste équilibre entre une vie pro et une vie perso. Moi-même, faisant partie d'une de ces générations, je ne vous dirai pas laquelle parce que vous arriverez à ce moment-là si tu es à peu près mon âge, on va être en recherche de cette ergonomie, c'est-à-dire dans nos usages perso. Aujourd'hui, on va utiliser des Facebook, des WhatsApp, et les collaborateurs, les conseillers vont eux-mêmes vouloir rechercher quelque chose qui ressemble à leurs usages du quotidien. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de donner aux téléconseillers des interfaces type AS400, je pense que vous avez tous vu, le fameux écran noir avec les choses écrites en vert, obligé de faire des tabulations pour passer d'une information à l'autre. Aujourd'hui, on a besoin de donner à ces collaborateurs des interfaces qui sont propres à leurs usages perso. Au-delà de ça, si on continue un petit peu plus loin dans cette réflexion, les collaborateurs, on ne va plus pouvoir avoir au sein du monde de la relation client cette image de manager père fouettard où je donne simplement des objectifs et je leur descends à mes collaborateurs. Les collaborateurs aujourd'hui vont être en recherche d'un management collaboratif, participatif, où on va partager de l'information avec eux. Ce n'est plus seulement du management, mais c'est une vraie participation, une vraie collaboration. Le manager est vraiment un facilitateur pour son collaborateur. Si on n'a pas ces échanges-là et cette force dans ce management, je pense qu'aujourd'hui, le monde de la relation client ne peut plus fonctionner. Et enfin, dernier point, c'est vraiment la partie, comment on va dire, le ressenti au travail. Aujourd'hui, nos collaborateurs, nos téléconseillers ont besoin de se sentir bien en fait dans leur travail au quotidien. Donc c'est pas comme nos aînés. Typiquement, moi je sais que quand je compare à mes parents allaient au travail parce qu'il y avait ce devoir par rapport au travail. Moi aujourd'hui, j'ai besoin de m'amuser, de m'éclater, de faire des choses qui me ressemblent au travail. Et nos collaborateurs ont besoin de ça. Bien entendu, je vous dis pas que le bien-être au travail repose uniquement sur la technologie, mais je pense que clairement ça peut être un contributeur aujourd'hui pour nos collaborateurs qui travaillent dans les centres de contact. Ça prend sa part, d'accord. Emmanuel, un mot de complément sur cette mutation du métier de conseiller clientèle. Déjà, je m'inscrirai dans la continuité de ce que l'un et l'autre ont dit, aussi bien par rapport à ces consommateurs, les clients que nous sommes et qui évoluent dans nos modes de consommation. Donc, ce qui fait que côté collaborateur, on se trouve face à une évolution dans les modes d'échange, effectivement avec de la complexité, parce que dans la mesure où, à l'initiative d'ailleurs des entreprises, on est invité à toujours plus d'autonomie, on a tendance à appeler lorsque c'est compliqué. Donc, ce qui veut dire qu'un conseiller a devant lui une part d'activité de plus en plus importante qui est complexe. D'ailleurs, il est à noter que lorsqu'on emploie le terme de conseiller clientèle, ce n'est pas le terme qu'on employait il y a quelques années. On parlait d'agent centre d'appel. Ce qui veut dire qu'on est vraiment rentré dans une logique de conseil, d'accompagnement et non plus de prise d'informations et de renseignements qui pourraient être totalement automatisés. Et on en arrive à des conseillers clientèle à qui on demande en fait non pas de gérer des contacts, mais des conversations. Et donc cela fait qu'effectivement, sur le plan des soft skills, on est beaucoup plus en attente de leur part, au-delà d'une connaissance technique, d'avoir également une capacité dans la manière de conduire des échanges. Très bien, très intéressant. Alors justement, on voit ce métier qui se complexifie. Alors, j'imagine que dans la salle, vous êtes nombreux à être au quotidien au contact de ces métiers pour
puisque vous êtes réceptif à ce sujet. Comment est-ce que concrètement la technologie, elle peut aider les conseillers clientèle à être plus efficaces, justement, et à se dégager du temps pour être plus efficaces au contact du client et donc apporter une meilleure satisfaction client in fine? Charlotte, peut-être vous qui êtes la voix de la technologie ici. Donc déjà, quand on parle d'efficacité, pendant des années, on parlait plus de KPI. Aujourd'hui, très clairement, quand on parle efficacité, on va parler productivité. Mais la productivité, c'est pas simplement dire à un téléconseiller qu'il doit avoir une DMT de 2 minutes, donc d'une durée moyenne de traitement de son appel de 2 minutes. Ça va être aussi de se dire comment moi je peux faire pour que mon conseiller soit plus efficace. Typiquement, avec la technologie, on va pouvoir, par exemple, réduire le nombre de clics. Moi qui étais chez Armatis avant, j'ai pu constater qu'un conseiller avait une dizaine, par exemple, d'applicatifs pour pouvoir opérer une tâche. Aujourd'hui, si je donne à mon conseiller une seule interface, je réduis son nombre de clics. Donc on va se dire, par exemple, sur un conseiller sur une journée, ça ne va pas être quelque chose de transcendant, mais multiplié par un nombre de conseillers, quand je commence à avoir des productions avec 100 conseillers et que j'ai une seule interface, multiplié par le nombre de jours de travail, multiplié par une année, très clairement, on gagne en productivité. Autre point, c'est connaître et agir. Comment je peux permettre à mon conseiller de connaître et agir de façon performante par rapport à son client? Typiquement, d'avoir une vision 360. Qu'est-ce que cette vision 360? C'est que je vais pouvoir dire à mon conseiller l'ensemble des interactions qu'il a pu avoir en fait, avec ses clients auparavant, de pouvoir avoir une remontée de fiches. Aujourd'hui, la remontée de fiches, on se dit tous que c'est basique. Très clairement, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, j'ai déjà encore constaté aujourd'hui des centres de contact où il n'y a pas cette fameuse remontée de fiches. Quand je n'ai pas ma remontée de fiches, mon conseiller appelle, mon client va appeler, va tomber sur un conseiller et on va perdre en productivité parce qu'on va devoir demander à la personne son numéro de contrat, son, par exemple, numéro de client, qui elle est, etc. Donc très clairement, je perds du temps. Et on est tous d'accord aussi pour dire que quand j'appelle un centre de relation client, souvent je ne suis pas content. Et si en plus on me demande de redonner mon numéro de contrat, mon numéro de client, redonner mon nom, mes prénoms, etc., clairement on perd du temps. Ouais, ça devient vite très compliqué. Et alors justement, j'en profite pour parler de ce changement de posture entre l'IT et le métier. Donc vous, effectivement, chez Vocalcom, vous avez créé cette direction de la relation client parce que les métiers avant qui étaient quand même très focus IT deviennent de plus en plus focus métier. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots? Exactement. En fait, moi, je suis arrivée chez Vocalcom en janvier 2018, donc de l'année dernière. Force a été de constater qu'aujourd'hui, il y a encore un an, nos clients, la relation qu'ils avaient avec Vocalcom, une fois qu'ils étaient en run, donc en production et avaient accès à nos outils, c'était le service support. Aujourd'hui, le service support Vocalcom fonctionne très clairement, mais c'est un service support IT. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens de la DSI, d'accord, d'un outsourceur ou d'une marque, d'un donneur d'ordre, qui vont appeler ce service support et vont être en contact avec des gens avec lesquels ils vont parler dysfonctionnement de technologie. Donc, on va parler proxy, firewall, etc. Sauf que, comme l'expliquait Alexandre tout à l'heure, avec notre changement de modèle et notre passage clairement en cloud, aujourd'hui, nos clients sont plus les métiers, donc les champs de la relation client. Et donc, on a créé cette fameuse direction de la relation client pour pouvoir accompagner nos clients de façon plus impromptue. Et donc, les besoins des clients finaux aussi, vous êtes plus en phase avec eux. OK. Mathieu Jougla, sur la technologie, comment elle peut aider les conseillers à être plus efficaces, à les libérer un petit peu? Quel est votre point de vue? WebHelp, vous devez avoir plein d'idées là, sur le sujet. Oui, on en a pas mal. Pour nous, il y a deux axes principaux. Il y a la partie omnicanalité qui a déjà été pas mal abordée dans cette discussion, mais qui est vraiment importante, la fluidification des on parle beaucoup de parcours clients, mais les parcours conseillers sont clairement centraux dans le dispositif. Donc tout ce dispositif omnicanal qui va permettre aux conseillers d'utiliser tous les outils à sa disposition pour répondre au mieux aux clients et changer de canal d'interaction s'il en a besoin. Le deuxième volet qui pour nous est clé et qui est encore relativement peu mature dans notre industrie, ça va être tout ce qui va être automatisation et intelligence artificielle, qui va permettre de soulager le conseiller de certaines tâches basiques et ingrates pour lui permettre de se concentrer sur sa relation, sur l'intelligence émotionnelle, sur la manière dont il va gérer le contact. Et à ce titre, WebHelp investit beaucoup dans ce sujet et on a annoncé aujourd'hui un partenariat qui est initié depuis maintenant plus d'une année avec Allomedia pour justement développer une intelligence artificielle avec les conseillers pour l'assister au quotidien en temps réel dans son travail avec les clients. Parfait. Emmanuel, quelque chose à ajouter sur ce pouvoir de la technologie de libérer le conseiller? Alors oui, tout simplement en partant des expériences que nous pouvons avoir en tant que clients.
Il arrive, lorsque nous contactons un service client, d'entendre la personne, alors qu'on est en train d'exprimer son besoin, déjà taper sur son clavier. En fait, elle ne saisit pas la demande que l'on est en train de formuler, mais elle est simplement en train de conclure la demande qu'elle a dû traiter avant. Donc, ce type d'exemple que l'on peut vivre, c'est une des difficultés qu'un collaborateur rencontre au quotidien. Dans beaucoup d'entreprises, en fait, le besoin d'évolution en termes technologiques a été beaucoup guidé par la DSI, mais pas forcément avec ce que, côté Vocalcom, vous avez mis en œuvre, c'est-à-dire avec suffisamment d'échanges avec le fonctionnel, de manière à se mettre à la place du conseiller et comprendre de quoi il a besoin pour rendre un service au client. Et en fait, nous, la technologie, nous la voyons aujourd'hui comme une opportunité de libérer de la disponibilité en termes de concentration au niveau du conseiller. C'est-à-dire que la technologie joue véritablement un rôle d'assistant. Donc l'intelligence artificielle est un des points qui permettra de le faire, de manière à ce que nous ayons des conseillers au téléphone lorsque nous appelons, que nous sentons complètement focalisés, orientés vers notre besoin et la manière d'y répondre. Parfait. Alors concrètement, comment procéder pour accompagner ce changement justement? Quel type de formation vous plébiscitez quand finalement vous avez des conseillers en centre d'appel ou des équipes qu'il faut faire changer, avec lesquelles il faut travailler à ces mutations? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on peut partager sur cette gestion du changement, Emmanuel? Alors oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel notre cabinet travaille. Nous nous rendons compte que les formations, si personnalisées soient-elles au contexte des entreprises, présentent toujours une limite parce qu'elles ont un début, elles ont une fin. Et tout l'enjeu est dans l'ancrage. Comment s'assurer dans le quotidien que les collaborateurs tirent pleinement profit de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils ont appris, et qu'ils puissent vraiment ressentir cette facilité dans le quotidien. Et pour cela, c'est une des annonces d'ailleurs qu'on fait sur le salon. On sort un premier simulateur de parcours client en réalité virtuelle qui a deux avantages. Un premier, du côté donc, des collaborateurs, de pouvoir être mis en situation réelle et par rapport à des cas d'usage qu'ils ont vus en formation, de pouvoir donc en environnement immersif se positionner. Et puis c'est aussi une solution pour pouvoir réfléchir à de nouvelles facilités à offrir aux clients sans surinvestir tout de suite, c'est-à-dire de voir s'il y a une appétence avant de se lancer dans l'implémentation. Donc nous croyons beaucoup à l'usage des nouvelles technologies pour vraiment accompagner dans l'immersif et faire en sorte que les personnes soient au plus près des usages auxquels ils sont confrontés tous les jours. D'accord, on verra après si ça donne vraiment des collaborateurs heureux et donc des clients enthousiasmés. Charlotte, sur la manière d'accompagner le changement sur effectivement ces évolutions de métier, est-ce que vous avez quelques bonnes pratiques à partager avec nous? Oui, tout à fait. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, une formation est nécessaire, la communication est nécessaire. Moi, je voudrais faire plutôt un focus en fait, sur la partie run, une fois que c'est en production en fait, et que l'applicatif est en production. Parce que mes conseillers, ok, je les ai formés, ils savent bien utiliser l'applicatif, tout fonctionne, je n'ai pas de dysfonctionnement technique. Sauf que je pense que l'accompagnement en fait, directement en prod, après est vraiment quelque chose de prépondérant pour un conseiller. Et donc, c'est notamment ce qu'on a lancé aujourd'hui donc avec mes équipes, qui est le Customer Success Management. Alors, on lit partout sur LinkedIn, Customer Success Management, etc. Donc, en gros, c'est quoi le Customer Success Management? C'est un chargé de compte, d'accord, en run, comme un chef de projet en run. Mais au-delà, en fait, d'aller gérer en fait, le client, son donneur d'ordre, c'est vraiment l'accompagnateur à la mise en production des téléconseillers. Typiquement, par exemple, nous aujourd'hui, tous les 2 ou 3 mois, nous allons auditer en fait la production de nos clients. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment au centre du centre de contact et on est avec les collaborateurs pour voir un petit peu les usages. Pourquoi? Parce que plus en fait notre client, notre donneur d'ordre va être satisfait dans les usages de l'applicatif, plus les collaborateurs vont être satisfaits, plus on va aller vers un succès ensemble et plus l'applicatif va vraiment être un réel avantage aujourd'hui pour nos clients. Donc aujourd'hui, c'est bien beau en fait aller former des conseillers, c'est bien beau d'aller leur présenter des choses, de leur communiquer, mais je pense que c'est le suivi en run qui est prépondérant. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir un applicatif qui est en production, par exemple, pendant une année et ne pas retourner en fait en production, voir comment ça se passe et accompagner. Tout à fait. Donc, miser sur la continuité et sur l'échange dans le temps. Mathieu Jougla, au sein de WebHelp, est-ce que vous avez également des bonnes pratiques à partager sur cette gestion du changement et comment accompagner les conseillers clientèle?
Alors, il y en a déjà pas mal qui ont été évoqués et qui sont, auxquels j'adhère totalement. Si je peux prendre un peu plus le prisme innovation, technologie, je recommanderais la co-construction. Assez souvent, on arrive auprès des conseillers avec une solution préconçue, préétablie, et on se rend compte que finalement, dans la vraie vie, dans leur utilisation, elle ne va pas correspondre exactement à leur quotidien, parce qu'elle a été faite dans un but légèrement différent. Et on va avoir un problème d'adhésion, un problème de confiance parfois. Et il ne faut pas aussi se leurrer, par le passé, assez souvent, les conseillers ont été les variables d'ajustement de logiciels pas aussi finis que ceux qu'on pourrait mettre en face d'un client, et ils devaient se débrouiller avec. Mais quand on arrive à les faire partager dès la genèse du projet, à leur faire, on se rend compte qu'on a une adhésion bien plus forte, on a une confiance bien plus forte, et on a des taux d'utilisation et des performances qui sont aussi bien meilleures. Donc je recommanderais vraiment de les intégrer le plus tôt possible dans le design des projets. Dans le design des projets. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner justement où vous avez fonctionné de la sorte avec des clients à vous, et comment in fine les conseillers clientèle se sont appropriés le sujet? Alors j'ai un exemple tout récent à partager, c'est justement l'intelligence artificielle sur laquelle on communique aujourd'hui. Cette intelligence, on l'a vraiment conçue avec eux. On est parti d'une vision qui était comment l'intelligence artificielle peut aider les téléconseillers. Ok, c'est un sujet intéressant, mais qui reste un peu abstrait. Voilà, un peu vague comme ça. Et on avait vraiment peur d'aboutir à une solution qui était une solution conçue par des gens au siège, mais qui étaient parfois un peu déconnectés du terrain. Et donc on est allé les voir, on a fait des workshops avec eux en leur demandant si vous aviez une intelligence artificielle. Des grands groupes, des petits groupes, des groupes de combien de personnes? Des groupes d'une dizaine de personnes, avec des managers, avec des téléconseillers, en les ayant un petit peu préparés au sujet auparavant, mais en leur posant la question, si tu avais un assistant, qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi? Et on s'est rendu compte que du siège, on avait parfois de fausses idées, et que, mine de rien, ils sont arrivés avec beaucoup de propositions très concrètes. L'avantage, c'est que c'était concrète et réalisable. Et du coup, maintenant, on a des conseillers qui se sentent beaucoup plus... On est certes à la genèse du projet, mais on a des conseillers qui sont beaucoup plus motivés, et beaucoup plus rassurés par rapport aux futures étapes du projet. Je pense que c'est un bon point, la co-construction. Est-ce que parmi vous, vous voulez rebondir sur ce sujet? Emmanuel, j'imagine que c'est une tendance que vous conseillez aussi beaucoup. Oui, c'est une tendance et qui s'élargit même dans les entreprises au-delà des conseillers du service client, parce que ce que l'on voit, c'est au fil du temps, les entreprises, pour être efficaces, se sont organisées en subdivisant tout en tâches unitaires, ce qui fait qu'il y a pas mal de pertes de sens. Et donc l'une des idées, c'est de pouvoir réunir justement en co-construction non seulement des conseillers clients, mais également des personnes d'autres départements, et reconstituer des chaînes de valeur. Donc là encore, on est sur un point, je dirais, qui se passe à un moment donné dans la vie d'un conseiller. Et tout l'enjeu, comme vous le mentionniez, c'est vraiment l'ancrage. C'est-à-dire, une fois que je suis revenu, une fois que je rentre avec ce nouvel enthousiasme, cette nouvelle envie, comment faire qu'elle s'entretienne dans la durée? Comment je sente que dans la durée, je continue à être impliqué, consulté, que je vois des effets concrets de ce à quoi j'ai participé? C'est là tout l'enjeu. Parfait. Alors justement, depuis vos postes respectifs, j'imagine que vous regardez un petit peu ce que font vos compétiteurs, ce que font d'autres marques. Alors, quel service client vous semble d'ores et déjà avoir bien saisi l'intérêt justement de libérer l'énergie des conseillers et d'y parvenir, notamment grâce à la technologie? Est-ce qu'il y a des marques ou des enseignes où vous vous dites là, ils ont quand même bien saisi le sujet et qui pourraient nous inspirer tous dans notre pratique de métier quotidienne? Qui veut prendre la parole sur le sujet? Alors moi, j'aurais un exemple assez récent en tête. Ce serait... alors la plupart des sociétés que je vais avoir en tête sont généralement assez récentes. Ça va être un petit peu plus facile pour elles aussi, parce c'est des sociétés qui n'ont pas à gérer d'historique, qui partent un peu d'une page blanche qui n'a que 4-5 ans. Donc
C'est plus simple, en effet. C'est un peu plus simple, effectivement. Mais au final, si on s'intéresse qu'au rendu, je citerai assez bien Airbnb, qui a à la fois bien compris l'intérêt de donner énormément d'autonomie aux conseillers, énormément de liberté, de travailler une très forte culture de la marque, une culture du service, et qui leur donne tous les moyens pour vraiment interagir le plus possible avec leurs clients. Surtout que quand vous faites appel à Airbnb au service client, c'est que ça se passe mal. Et vous êtes déjà dans un état émotionnel et stress assez important. Et du coup, l'effet, ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon le turtle flip, c'est-à-dire la conversation a très mal démarré. Et à la fin de la conversation, on a réussi à enlever le côté émotionnel, à apaiser les sujets, pour autant qu'on ait apporté une solution, bien entendu. Et ils arrivent très bien à réaliser ce cocktail. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant à voir. Et vous avez une banque aussi dont vous voulez nous parler. Une banque qui est aussi très récente, qui s'appelle N26, qui est donc une banque Moi, allemande. personnellement, je ne connaissais pas, mais effectivement, je suis allé me renseigner. Et ils sont leaders sur ces sujets-là. Voilà, et c'est vraiment très bluffant. Alors, avec pareil, peu d'historique, clairement. On n'est pas du tout sur une banque historique française, hein. Donc peu d'historique, mais très centré sur une application digitale et des process clients qui sont très bien qualifiés, très fluides, et qui du coup limitent énormément le type de demande au service client parce que la structure est défaillante. Du coup, on a vraiment des demandes, certes, qui sont du coup plus complexes, mais du coup, à bien plus valeur ajoutée. Pardon. Parfait. Charlotte, Emmanuel, est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent sur des entreprises qui arrivent à faire l'effet waouh dont on parle souvent en relation client, en tout cas qui arrivent à faire en sorte que leurs conseillers soient assez libérés pour délivrer le meilleur service client possible aux consommateurs finaux? Charlotte. Donc de mon côté, au risque de vous décevoir un petit peu, comme vous en doutez, je travaille chez un éditeur de logiciels. Donc si je vous cite un nom de client, cela pourrait sous-entendre que mes autres clients ne se posent pas la question. Donc je vais plutôt prendre un autre prisme pour vous répondre. Mais je dirais qu'il y a encore à peu près 3 ou 4 ans, quand je rencontrais en fait des donneurs d'ordre, il était souvent question de comment l'applicatif Vocalcom va me permettre d'être plus productif, plus efficace, de gagner des points de DMT, une meilleure joignabilité, etc. Aujourd'hui, très clairement, quand je rencontre mes clients, il est très clairement sujet, en termes de sujet, c'est l'ergonomie, les interfaces, la personnalisation. Donc c'est un réel sujet, un réel enjeu aujourd'hui pour nous. Et très clairement, on peut plus se permettre de faire comme il y a quelques années, de parler uniquement de KPI et d'indicateurs et de côté quantitatif. Intéressant, très bien. Emmanuel? Oui, alors je vais vous citer des exemples en partant de la facilité clients et collaborateurs que j'ai rapidement introduit tout à l'heure et qui est un concept que nous avons développé au sein du cabinet. Historiquement, on parle d'effort. Vous l'aurez noté, la satisfaction, la recommandation, c'est positif. Donc nous avons tout simplement opté pour cette notion de facilité. Et aujourd'hui, par parallèle, en fait, avec des sociétés qui sont plus jeunes dans leur histoire, je vais vous partager des expériences qui ont lieu dans le domaine des télécoms et de l'énergie, et plutôt auprès d'opérateurs bien installés. Dans les télécoms, c'est par exemple la possibilité d'implémenter la reconnaissance en fait en langage naturel au moment même où le client est accueilli, et non pas seulement pour comprendre le motif de son appel, mais pour détecter la tonalité avec laquelle il exprime donc sa demande. Ce qui permet en fait au conseiller de ne pas être pris par surprise lorsqu'il reçoit l'appel, mais de savoir dans quel contexte le client s'inscrit et lui permettre de s'adapter, donc de pouvoir développer son intelligence situationnelle. Dans le domaine de l'énergie, la facilité qui est aujourd'hui mise en œuvre tourne autour du déménagement. Pour ceux qui ont l'expérience d'un déménagement récent, c'est souvent une opération qui est pénible. Et lorsque vous devez donc renouveler tous vos contrats pour l'électricité, l'eau, le gaz, vous vous sentez souvent en répétition des mêmes informations. Et donc, dans l'énergie, aujourd'hui, on rencontre une initiative toute simple qui est de partager avec d'autres enseignes qui ne sont pas directement concurrentes, bien sûr, mais qui sont concernées par le déménagement, de partager un certain nombre d'informations pour éviter aux clients et a fortiori aux collaborateurs de devoir réitérer les mêmes demandes.
Et puis enfin, et là encore c'est un clin d'œil par rapport à la technologie, dans l'e-commerce, des sociétés qui prennent l'initiative d'aller plus loin que le chat simple et d'aller sur le visio-chat pour pouvoir joindre le geste à la parole et quand par exemple il s'agit d'accessoires de mode, de pouvoir réagir en direct par rapport à la garde-robe de la cliente qui appelle. D'accord, c'est intéressant, effectivement, ça ouvre plein de perspectives. Alors, si on résume, vous avez donné beaucoup d'insights dans vos témoignages. Vous avez surtout, moi, ce que je retiens, c'est que de ce que vous venez de dire, il y a un vrai basculement d'un parcours client fonctionnel vers un parcours client émotionnel, en tout cas que le consommateur semble appeler de ses voeux. Cela vous semble-t-il un gage de succès des entreprises qui feront la différence demain ? Parce qu'on perçoit ce basculement, mais est-ce que véritablement les entreprises successful de demain, ce sont celles qui parviendront à véritablement mettre ce parcours client émotionnel en faire une réalité quotidienne ? Charlotte ? Typiquement, moi je pense que c'est vraiment une nécessité et c'est ce qui va faire la différence entre un homme et une machine. Aujourd'hui, on parle de l'IA, qui l'IA va enlever des collaborateurs. C'est réel, mais je pense que l'intelligence artificielle a toute sa place aujourd'hui dans le monde de la relation client et va permettre en fait aux collaborateurs de pouvoir vraiment être dans l'émotion, dans le ressenti avec son client et de s'occuper de lui. C'est-à-dire de lui envoyer toutes ces tâches qui sont un peu redondantes, un peu ennuyantes, pour qu'il puisse se concentrer complètement en fait à son client. Donc aujourd'hui aussi, au sein de Vocalcom, l'intelligence artificielle est un vrai sujet, tout ce qui est autour des chatbots, on parle beaucoup de conseillers en fait augmentés. Qu'est-ce que le conseiller augmenté ? C'est le conseiller en fait qui est affranchi de tout ce qui est technologie autour de lui, parce que la technologie n'est pas un résultat, mais vraiment un moyen pour les collaborateurs. Et donc, c'est comment cette intelligence artificielle va s'ancrer en fait dans l'émotion du collaborateur pour qu'il puisse se concentrer sur son client. Et vous, l'émotionnel, c'est quelque chose qui est un vrai virage pour vous aussi, puisque je crois qu'à tout niveau de l'entreprise, c'est votre gimmick en fait, passer un parcours client fonctionnel à un parcours client émotionnel. Exactement, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la relation client qui a été créée chez Vocalcom, le Customer Success Management. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus en fait une société qui va être entre guillemets vendeuse de licences, qui propose des licences, qui les installe et monsieur le client, débrouillez-vous avec tout ça et vous êtes en production et tout va bien se passer. Aujourd'hui, on accompagne vraiment nos clients dans cette dimension émotion avec des services complémentaires, donc au-delà de l'IT, mais vraiment de l'aide à pilotage de la production, autour des conseillers, etc. Donc c'est vraiment un nouvel enjeu et un nouvel axe pour Vocalcom aujourd'hui. Pour rentrer dans cette économie de l'expérience dont on parle de plus en plus, Emmanuel Richard, pour vous, l'émotionnel, comment ça va faire en sorte que ce seront les entreprises gagnantes de demain ? Alors d'abord, rapidement un mot sur l'émotion. Il est certain que selon le produit ou le service dont on discute, on n'a pas du tout le même engagement émotionnel. Donc il faut que les marques en soient conscientes et qu'elles n'essayent pas de surenchérir là où le client n'est pas en recherche particulière de profonde émotion. Ensuite, ce qui est important de dire, c'est que les entreprises, bien sûr, doivent travailler le terrain de l'émotion, mais en partant du postulat qu'il y a déjà une parfaite exécution des engagements qu'elles ont pris vis-à-vis du client. C'est-à-dire que l'émotion ne remplace pas la parfaite exécution, elle la sublime. Et partant de là, je pense effectivement que le registre de l'émotion, de façon large, est un très gros enjeu pour nous, parce qu'à un moment où il y a une crise de confiance des consommateurs vis-à-vis des marques, et si le RGPD est là, ce n'est pas par hasard, c'est qu'on a besoin d'être rassuré, d'avoir confiance. Dans le même temps, à travers les réseaux sociaux, on est venu à avoir une hyper-personnalisation de notre rapport aux marques. On va en parler comme si c'était de quelqu'un qui nous est proche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une société qui passerait à côté de la confiance et de l'expérience se planterait complètement sur le marché. Donc c'est un vrai challenge et il faut savoir l'aborder effectivement en toute humilité et se dire ensuite que demander à des conseillers d'intervenir dans le champ de l'émotion, ça ne doit pas se faire de manière désordonnée. Il faut de la consistance, il faut de l'alignement, parce que s'il y en a un qui fait de la surenchère,
eh bien, celui qui prendra le contact client la fois suivante va être perçu comme fournissant un mauvais service, alors qu'en réalité, il fournit juste le service qui est demandé. D'où tout le travail sur les soft skills dont vous parliez tout à l'heure. Parfait. Mathieu Jougla, un petit mot sur cette économie de l'expérience et cette place de l'émotion demain. Alors, je suis totalement d'accord avec ce qui a déjà été dit. On parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle, mais ça va être effectivement le marqueur d'un aboutissement. Et c'est que pour pouvoir arriver dans l'intelligence émotionnelle, il faut avoir fait tout ce qui est important de faire avant, et notamment les tâches sombres, simplifier les parcours, clarifier la proposition de valeur, bien former tout le monde et le délivrer au quotidien. Et c'est un travail harassant qui demande énormément d'énergie. Donc on va parler beaucoup de ceux qui arrivent à le faire. Et oui, ce sera déterminant, oui, ce sera les meilleurs, mais parce qu'ils ont aussi fait tout ce qu'il fallait, ils ont réussi à faire tout ce qu'il fallait faire avant. Il y a la face émergée et la face immergée de l'iceberg. Complètement. C'est ça. Et il faut travailler sur les deux fronts. Parfait. Bah, écoutez, merci infiniment à tous les trois, Charlotte Warchol, Emmanuel Richard, Mathieu Jougla. Je pense qu'on peut les applaudir pour cette table ronde. Avant de nous quitter, je vous propose de prendre des questions de la salle. Alors, profitez d'avoir un expert à la fois technique, à la fois outsourceur et un consultant, peut-être dans vos problématiques propres. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants, des sujets qui vous animent dans votre quotidien et pour lesquels vous souhaiteriez avoir des éléments de réponse? N'hésitez pas. Alors... Il nous reste quelques minutes, profitez-en. Je vois des téléphones là-bas. Il m'a semblé que c'était une main qui se levait, mais non, c'est un téléphone. Ah. Bon. Alors moi, j'avais une question, peut-être pour WebHelp. Effectivement, on a parlé de collaborateurs heureux et de consommateurs finaux enchantés. Vous, au sein de WebHelp, comment concrètement vous faites pour accompagner le bien-être au travail de vos collaborateurs? Alors c'est effectivement clé dans notre industrie. On va le faire de plusieurs manières. On va décliner la partie co-construction dont je vous ai parlé pour la conception de solutions technologiques, mais on va le faire aussi dans la vie au quotidien. On a beaucoup parlé par le passé de la voix du client. Nous, on a aussi, comme beaucoup de nos confrères d'ailleurs, la voix du conseiller, et qui va rythmer la vie sur nos sites de production pour déceler l'ensemble des petits irritants et faire qu'on va rendre son quotidien plus simple, plus fluide, en plus de tout ce qu'on peut faire sur les autres dimensions. On va aussi travailler sur la dimension bien-être au sens santé, et on va travailler sur l'ensemble de ces petits détails en promouvant le sport au travail, en promouvant les activités de développement personnel. D'accord. Et ça rapporte une forte adhésion ? Ça rapporte une forte adhésion et c'est un fort enjeu pour nos clients et aussi pour nous. Quand tout le monde est actif et bien énergisé, le travail est bien meilleur et on est aussi bien plus content d'aller au travail quand on peut aussi se développer au travail. Et ça rejoint un peu ce que disait ma confrère à côté, c'est que voilà, on a besoin de se développer aussi personnellement. On n'est pas que dans le transactionnel. Très bien, merci pour ce point sur ce qui se passe sur WebHelp. Peut-être Emmanuel, sur des mécanismes de bien-être au travail, sur des clients que vous accompagnez. Est-ce que vous avez quelques exemples marquants qui vous viennent en tête? Oui, en fait, tout simplement des déploiements de baromètres pour pouvoir mieux approcher la facilité vécue par les collaborateurs ou au contraire les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur travail, que ce soit dans la compréhension des instructions qui leur sont données au quotidien, dans la navigation dans les process ou dans le relationnel, que ce soit avec le client ou avec les autres services. Et ce que l'on observe, c'est que là où on déploie ce type d'enquête, d'abord il y a un fort engouement, une forte spontanéité à y répondre et que cela permet de vraiment prendre conscience de ce qu'il est nécessaire en fait de travailler avec les collaborateurs eux-mêmes. Et ce qui est très marquant, par exemple, c'est que souvent, une des premières demandes, c'est qu'on puisse produire un qui fait quoi. Ah oui, ben ça c'est la base de base, effectivement. Et le bon sens, c'est pas toujours la chose la mieux partagée dans nos organisations. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou on se quitte sur cette parole de la fin?
Pas d'autres questions. Bah, écoutez, encore bravo à vous trois. On vous applaudit. Merci Alexandre. Merci Nicolas Vian et Vocalcom pour avoir organisé cette session.